Bonjour à tous, bienvenue sur Reporting Group. Je m'appelle Brinda Chaudhary et je suis journaliste indépendante. J'ai interviewé pendant presque 2 ans 1250 dirigeants et personnes influentes de ce monde, que j'ai décidé de vous faire partager au cours de cette année. L'interview que j'ai choisi de vous montrer en première est une interview exclusive. Il s'agit du plus jeune PDG de France à seulement 21 ans et c'est une personne inspirante dans le monde des affaires qui a inspiré beaucoup de grands de ce monde. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit à travers cette interview. Bonjour Paulo, Bonjour, bienvenue sur Reporting, One Shot One Life, je te laisse te présenter. je m'appelle Paul Sulizet, je suis romancier économiste. J'ai fait MAPSUP et HEC, c'est-à-dire maternelle supérieure et haute études communales. Voilà en quelques mots qui je suis. Alors quel est ton parcours scolaire, à quel moment, quel bac tu as fait? J'ai fait aucun bac, j'ai fait HEC et MAPSUP. Ah, t'es rentré directement à HEC. Haute études communales et maternelle supérieure. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Non, enfin, pour être sérieux, j'étais au lycée Janson de Sailly, où j'étais un bon élève, et j'ai décidé de rentrer dans la vie active très rapidement. Donc, à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à me faire émanciper par un juge pour pouvoir entrer dans la vie active. Donc, c'est mes débuts. Et c'est là où j'ai lancé mes premières opérations. J'étais un gamin, j'avais 14 ans. Alors, en fait, tu as commencé à travailler pendant que tu étudiais. Oui, exactement. Moi, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je voulais rentrer dans la vie active. Ça me brûlait tout le temps de rentrer dans la vie active. Et donc, je me suis lancé très jeune. Il a fallu un juge pour m'émanciper, euh, suivant la loi. Et donc, je commençais à travailler, j'avais 14 ans. Et tes parents l'ont bien pris? Malheureusement, mon père est mort quand j'avais 10 ans. Non, non, c'est triste, mais il est mort. Donc il m'a énormément manqué. Et ma mère, qui était une femme formidable, était évidemment dévastée par le chagrin et assez dépressive. On le comprend d'ailleurs, la pauvre femme. Elle a perdu son mari, qui était sa vie en fait. Donc moi, je me suis retrouvé gamin à 10 ans, un peu seul, un peu paumé, mais pressé de rentrer dans la vie active. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité développer à l'âge de 14 ans? Alors c'est une histoire ridicule parce que, en fait, je me suis inspiré des bourgeois de Calais, des premiers porte-clés. Oui, et j'ai lancé la mode des porte-clés. On l'appelait pas la copocléphilie. Et il y avait à la maison de la radio, tous les dimanches, des collectionneurs qui venaient et qui échangeaient leurs porte-clés. Et contrairement à ce qu'on croit, ce pas des gamins, c'est des hommes mûrs. Et j'ai inventé la, la collection de porte-clés. J'ai créé le premier club européen, à l'époque, de collectionneurs de porte-clés, qui s'appelait Europe Service. Et ça a été un succès. Et tous les dimanches, à la maison de la radio, les collectionneurs venaient pour échanger leurs porte-clés, parler de coprocléphilie. J'ai lancé cette mode qui a été un succès énorme. Et on s'imagine que c'est les gosses qui collectionnaient les porte-clés. Pas du tout. C'était les adultes. Et- Excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu t'attendais à ça? Pas du tout. Moi, j'étais persuadé que c'était les gosses qui allaient venir, des petits-enfants. Et il n'y avait pas d'enfants. C'était vraiment que des adultes, que des
des gens à partir de 25-30 ans qui étaient collectionneurs et qui venaient échanger leurs porte-clés. Et j'ai créé à l'époque un journal de porte-clés qui s'appelait Lobby, qui était un énorme tirage. Et je crée un club de collectionneurs qui s'appelait Europe Service, qui a été le premier club européen de collectionneurs qui a eu un succès énorme tout de suite. Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des gamins qui ont adhéré au club. La plupart, c'était des garçons de 20 ans à 25 ans et au-delà. Et tous les dimanches, à la maison de la radio, ces gens se retrouvaient pour échanger leur porte-clés. Et j'ai créé même un journal à l'époque qui s'appelait Lobby, qui était le journal des collectionneurs de porte-clés, qui avait un tirage important. C'était en mensuel? Non, oui, c'était un mensuel et qui a, qui a eu un succès fou. Et ça, c'était en quelle année? Oh, c'est je me rappelle, dans les années 58, 59. J'étais un gamin. Et combien de temps ça a duré? Ah, la mode des porte-clés a duré quelques années, mais enfin, c'est une très longue histoire. On pourrait en faire une émission soit tout seul, mais bon, ça a duré quelques années et c'est devenu une mode énorme, hein, colossale. Et dont le porte-clés, à l'époque, le club de porte-clés, se réunissait à la maison de la radio le dimanche. Il y avait des milliers de gens qui venaient au début, et après, beaucoup, beaucoup de gens. Ça a été un succès foudroyant qui m'a même dépassé largement. Comment tu as pu rendre pérenne cette mode? Ben, c'est-à-dire que le porte-clés, finalement, on pouvait, à travers le porte-clés, apprendre l'automobile, euh, donc avoir l'histoire de l'automobile, les rois de France, etc., etc. Le porte-clés est devenu une espèce d'objet de collection, mais aussi des gens qui voulaient apprendre les rois de France, les dynasties, euh, l'automobile. Donc ça a été quelque chose qui m'a largement dépassé et qui a été un succès énorme. On a appelé la coprolophélie à l'époque. Et aujourd'hui, est-ce que ce club existe toujours? Pardon? Est-ce qu'aujourd'hui, ce club existe toujours? Ah non, 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 non. Aujourd'hui non, mais il y a encore énormément de gens qui ont des collections de porte-clés. C'est aujourd'hui même, à l'instant où on parle. Alors, après cette magnifique aventure que tu as commencée à l'âge de tes 14 ans, et qu'est-ce que tu as fait? Ah bah, après, je me suis intéressé aux objets inutiles. Il y avait le magazine Pif le chien à l'époque. Il y avait des petits. Pif, Pif le petit chien? Ah oui, je connais, c'est sympa ça. Alors, des petits gadgets, des petits objets. Et moi, je me suis lancé dans les gadgets, c'est-à-dire les objets dits inutiles. Mais ça a été aussi. J'ai créé la mode. euh, j'ai inventé la mode des gadgets, des collectionneurs, des gadgets. Et je crée un club de collectionneurs à l'époque. J'étais un gamin, hein. Oui, mais c'est amusant d'avoir décidé pareil. Ben, oui, enfin, les idées, c'est en pensant aux bourgeois de Calais, qui étaient les premiers porteurs de clés, que j'ai eu l'idée de la copocléphilie. Et j'ai lancé la mode, elle est devenue une mode énorme, et s'est emparée de la France, et c'est devenu quelque chose de colossal. Et à l'époque, j'ai créé un journal pour les collectionneurs, je crée un club, et le journal a tiré comme un grand mensuel, euh, était composé de porte-clés. Donc ce journal a été une des pierres mises au service de la mode des porte-clés qu'on a appelé la copoclophilie.
Il y avait des chansons aussi pour les clopophiles. Il y avait tout un truc. C'est devenu une mode et énorme, énorme. Et le dimanche, les gens se réunissaient à la maison de la radio par milliers pour échanger leur porte-clés. Et il n'y avait pas de gosses, c'était des adultes. Donc, Tu étais le seul gosse alors. ah ouais, moi j'étais un bébé comparé à tous ces gens. Mais un bébé qui tenait les rênes du porte-clés. Enfin, j'avais le journal, j'avais le club, j'avais toute une organisation qui marchait à plein tube et qui soutenait évidemment le porte-clés. Et on décidait de tel ou tel anneau de porte-clés était noble, formidable, tel ou tel porte-clés était digne d'une grande collection, et c'est devenu un truc considérable. Alors, après l'histoire des porte-clés et de Pif le chien, où tu es parti? Moi, je suis resté en France, Où tu es parti, je veux dire, de manière par rapport à tes projets. Qu'est-ce que tu as fait après Pif le chien? les gadgets. De nouveaux gadgets encore? Non, que des gadgets. Pour d'autres magazines? Oui, alors, les porte-clés, c'est fini, enfin, c'est en voie de termination. Donc, j'ai lancé ce qu'on appelait les objets inutiles à l'époque, les gadgets. Par exemple, j'ai inventé une boîte noire. Il y avait une main qui sortait et qui attrapait une pièce de monnaie. Ça s'appelait à l'époque la Miraculous Bank. Ça a été un énorme succès européen. Donc, c'est un exemple. Mais il y en a eu plein. Et j'avais inventé aussi le gratte d'eau électrique. Alors, les gens se, se grattaient avec un gratte d'eau qui était évidemment un gadget, un objet. C'est toi qui as inventé ça alors? Bon, là, j'ai inventé plein de choses. Et ça a été, encore une fois, je dois le dire, ça énerve beaucoup de gens, mais c'est un fait, un énorme succès européen. Après, qu'est-ce que tu as fait? Après, c'était beaucoup plus classique. J'ai investi dans l'immobilier. Vers quel âge tu as préféré rentrer dans un parcours plus classique? Après tes études, j'imagine? Bon, mes études, elles sont simples, hein. HEC et euh, Maths sup. maternelle supérieure et haute études communales. Donc c'est simple. Mais non, mais pour être sérieux, après, je me suis lancé dans les affaires. J'ai donc Vers quel âge? j'avais 15 ans. Ah, vers 15 ans. Ouais. Vers 15 ans, tu dis, bon, les porte-clés, ça fonctionne. Pif le chien, ça aussi, c'est validé. Je vais rentrer dans un monde un peu plus haut. Ah, Pif le chien n'est pas moi. Mais Oui, t'as fait les gadgets pour Pif le chien. et je les ai copiés un peu. Donc c'était autre chose, hein. Mais donc moi après, je suis rentré dans un système plus classique. J'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi à droite, à gauche, du business, du vrai business. Et ça a encore fonctionné. Et c'était quoi alors? Quel secteur? L'immobilier, beaucoup. J'ai investi beaucoup dans l'immobilier. C'était, et j'ai acheté des grands terrains, j'ai monté des lotissements. À l'âge de 15 ans? J'avais un peu plus de 16 ans. Et je me suis lancé dans le business, dans le vrai business. Alors, moins de 20 ans, t'as déjà fait tout ça. Et mais comment tu as eu confiance en toi, en fait, pour justement investir dans ce type de secteur qui, enfin, c'est pas n'importe quel secteur non plus, donc faut connaître pas mal d'infos pour investir dessus et savoir ce qu'on fait avec. Bon, parce que ça paraissait stable, raisonnable, et même, je dirais, moins risqué que le reste, et assez rentable. Alors après ces aventures dans l'immobilier, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait de l'importation du Japon, toujours des gadgets inutiles. Inutile, mais qui fonctionnait bien apparemment.
J'ai lancé le grado électrique. J'ai lancé cette boîte noire qui attrapait une pièce de monnaie, qui en fait c'était une tirelire que j'ai appelée la Miraculous Bank. J'ai lancé une lampe avec une sirène. Enfin, j'ai lancé plein d'objets et je me suis beaucoup amusé. Je vois ça. Je vois que tu en as de très bons souvenirs. Ah oui, j'ai même créé une voiture à l'époque, c'était une petite voiture mini-car, qui était un gadget en fait, et qu'on pouvait conduire sans permis. Ensuite, après avoir fait ces importations de ces gadgets assez drôles, dans quel domaine tu es parti? Je suis devenu un véritable investisseur. Donc j'ai fait l'immobilier, beaucoup, beaucoup d'immobilier. J'ai acheté des lotissements, j'ai créé des grands lotissements Dans les années combien? dans les années 60. Et je me sens T'avais la vingtaine? un peu moins. Toujours ah d'accord, toujours moins que la vingtaine, ok. J'étais un des plus jeunes PDG de France. Ah oui, à l'époque, oui. Le plus jeune PDG de France. C'était même ma marque de fabrique. C'est cool ça. Ah oui, c'était très cool. Je me suis beaucoup amusé. Là, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Pour moi, c'était un plaisir, un amusement permanent. Quand j'ai créé cette petite voiture sans permis, à l'époque, c'était un amusement formidable pour moi. Alors, on est jeune PDG de France, le plus jeune PDG de France. C'est quoi cette sensation? C'est la sensation de ne pas travailler, de s'amuser, alors que c'était un vrai travail, mais je m'amusais tout le temps. Et à l'époque, j'ai épousé une comédienne qui s'appelait Lynn Chardonnay, qui était une très belle femme. Et j'avais une vie assez étonnante pour mon âge. Est-ce que les élèves te jalousaient? Il y en avait qui me jalousaient, il y en avait qui m'admiraient, il y en avait qui voulaient faire comme moi. Bon, il y avait toutes sortes de gens. Faut pas être trop sévère avec les gens. C'est vraiment drôle quand même de. Bon, je me suis énormément amusé. Donc à l'époque, euh, je gagnais beaucoup d'argent en m'amusant. C'était extraordinaire. Est-ce que tu as pu avoir une prise de conscience avec toutes ces sommes que tu gagnais aussi jeune et aussi rapidement? Comme j'avais manqué beaucoup d'argent, j'ai eu une prise de conscience très rapide. J'ai respecté l'argent, je l'ai investi. Tout bêtement. C'était une période de ma vie assez étonnante. C'est-à-dire, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai investi dans des terrains immenses. Je créais des lotissements et je m'amusais. Alors, ensuite, vers où tu es allé? Alors ensuite, c'est devenu de plus en plus sérieux. C'est-à-dire que j'ai respecté l'argent, je l'ai investi méthodiquement dans les lotissements, dans les grands terrains, du business. Voilà. Et ça a été le début de ma carrière comme plus jeune PDG de France, avec une très belle femme. Et je me suis beaucoup, beaucoup amusé à cette époque. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec après ça? Ah, après, c'est devenu plus classique. Et en même temps à la fois extrêmement sérieux. Donc j'ai commencé à... D'abord, je savais le prix de l'argent, euh, j'ai respecté l'argent, et j'ai investi dans des affaires plus classiques, plus des grands lotissements, des grands terrains, des grandes propriétés, que j'ai développées au niveau européen, Alors, tu as travaillé principalement en France et en Europe. Est-ce que tu as travaillé ailleurs? aux États-Unis.
je me suis mis en Amérique. Les États-Unis, j'ai créé un immense lotissement aussi, des opérations immobilières importantes. J'étais le premier homme à vendre des propriétés situées aux États-Unis aux Européens. Ah ouais, j'ai une idée toute bête. Je me suis dit, au fond, l'immobilier était en crise en Amérique, il y avait une grave crise de l'investissement. Donc je me suis mis avec une société qui s'appelait Lincoln Property, cotée en bourse, qui est dirigée par des Texans. Et j'ai eu l'idée de prendre des grands lotissements américains et les vendre aux Européens. C'était un avantage extraordinaire pour moi, parce que l'Amérique avait surconstruit, dont l'immobilier était en crise, et moi, je vendais aux Européens le rêve américain. Donc ça a été une affaire énorme et très importante. Et j'ai signé un contrat extraordinaire avec la Lincoln Property qui était cotée en bourse. Et j'ai inventé l'investissement aux États-Unis alors j'étais encore très jeune. Donc, et ça a été encore un succès. Je suis désolé pour ceux qui ne m'aiment pas, mais ça a marché du tonnerre de Dieu. Et le nombre de Français, d'Européens qui voulaient investir en Amérique, alors il y avait un marché qui ne marchait pas du tout, c'est le marché américain, où ils avaient trop construit, overbuilt, et qui donc avait baissé considérablement. Et de l'autre côté, il y a une demande européenne très forte que j'ai créée pour acheter des propriétés outre-Atlantique qui étaient dépressées. Donc il y avait une espèce de phénomène conjoncturel qui était dans mon sens. Et je suis devenu un des plus grands vendeurs. Je vendais des appartements à des Chinois, je vendais des appartements à des Européens en Amérique. Et évidemment, les Américains me donnaient un crédit énorme. Il y avait tous les avantages à investir dans un marché qui était en chute libre. Et alors, ceux qui ont investi à l'époque ont gagné énormément d'argent. Donc, ça a été une époque extraordinaire pour moi. Alors, tu avais la vingtaine. C'était les années combien à peu près? Oh, c'est les années 60. J'ai 20 ans, j'en ai 77. Il n'y a qu'à faire le calcul. Évidemment, j'étais jeune, j'étais dynamique, et j'ai instauré un système étonnant de distribution d'appartements. Où j'avais des Chinois, j'avais des Libanais, et on faisait même des échanges. Il y avait des gens qui apportaient euh, des diamants, par exemple, contre l'appartement en Amérique. On a dû engager des diamantaires en Israël. Enfin, c'était un business extraordinaire. Quelle confiance tu avais pour justement faire cette partie en Amérique? Moi, j'avais confiance en moi d'abord. Et deuxièmement, je- j'avais vraiment pensé que le décalage qu'il y avait entre les prix des appartements outre-Atlantique et mais des villas, même des immeubles, était une opportunité extraordinaire. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont à l'époque investi ont gagné énormément d'argent. Donc les clients que j'avais, à un moment, ont gagné des fortunes parce qu'ils ont acheté des immeubles aux États-Unis qui avaient été dépréciés et après le marché s'est retourné. Donc il y a eu une aventure, disons, et une opportunité que j'ai saisie, qui était ce décalage entre le marché immobilier outre-Atlantique et la situation européenne ou mondiale dans l'immobilier. Donc, j'ai fait un carton plein. Je suis devenu riche à l'époque. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle en a pensé de tout ça?
Ma pauvre maman venait de perdre son mari, son amour de jeunesse. Elle était très dépressive. Mais elle était contente de ce succès qui me touchait. Alors, mentalement, euh, en plus, t'avais la vingtaine. Comment on le prend? Parce que j'imagine qu'il y a un certain stress à avoir, non? Bah, moi, j'avais tout manqué d'énormément d'argent après la mort de mon père, donc j'avais un respect vis-à-vis de l'argent par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Donc ça a été pour moi une transition normale. J'ai été extrêmement sérieux, comme tous les gens qui ont eu une enfance difficile. Alors, après cette magnifique traversée atlantique, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai d'abord géré l'argent que j'avais gagné et j'ai investi cet argent assez habilement, disons. Euh, j'ai investi dans des grands terrains, notamment à Saint-Tropez. Et, Tu es revenu en France alors? en Europe, non, pas uniquement en France, mais la France, évidemment, a été pour moi un marché important, comme la Côte d'Azur, dont le Saint-Tropez, dont j'ai énormément investi dans des lotissements, des terrains, des opérations immobilières qui avaient lieu dans le sud de la France. Comment tu sais si tel endroit va être intéressant à investir? Ben, le feeling, quand il y a du soleil, quand il y a de la joie de vivre, quand il y a la beauté du paysage, sont des éléments pour moi primordiaux, évidents, qui sont... À l'époque, Saint-Tropez était un petit port de pêche. Ça ne valait pas très cher, même pas cher du tout. Donc j'ai instinctivement pensé que, avec le soleil, la beauté du paysage, les terrains, allaient prendre une valeur folle. Et je me suis pas trompé. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, le bon sens, que les gens aujourd'hui ont beaucoup perdu, ce bon sens, simple, la beauté, le soleil, la mer, hein, le village de pêcheurs qui était Saint-Tropez à l'époque, bah, je me suis lancé à fond là-dedans et ça a marché du tonnerre de Dieu. On peut voir aujourd'hui comment c'est, hein. On, on voit la différence de ce que c'est aujourd'hui. Oui, effectivement, maintenant c'est l'une des villes les plus huppées dans le sud, hein, de la France. C'est cher. Moi, à l'époque, je me rappelle que j'ai acheté à 1 franc du mètre carré une propriété en bord de mer, un type qui avait fait faillite. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ça vaut des fortunes. Des paysans que j'ai connus à l'époque qui avaient des grands terrains étaient multimilliardaires sur le papier. Ils n'avaient pas un rond physiquement, mais ils avaient 200, 300 hectares en bord de mer, donc c'est une fortune colossale. Et j'en ai connu plein, des paysans, des marins-pêcheurs, bon, qui se sont trouvés dans cette situation, avec 200 hectares euh, dans, euh, dans la plaine de Pamplonne, et qui n'avaient pas un rond en banque, mais qui étaient milliardaires sur le papier, et qui sont devenus d'ailleurs multimilliardaires. Alors, après avoir fait les États-Unis et la Côte d'Azur au niveau du côté immobilier, qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai d'abord géré mon argent, ça me prenait beaucoup de temps. J'imagine qu'à ce moment-là, tu avais la trentaine. Oui, un peu moins, 28. J'étais richissime à 28 ans. Oh, c'était une sensation agréable. Agréable. D'abord, je n'avais jamais eu l'impression de travailler. Ça, c'est formidable. Je faisais des opérations avec le cœur et le bon sens, et ça marchait. Voilà, c'était une époque
extraordinaire. Au lieu de passer mon temps à faire propos avec une voiture, je réfléchissais au moyen de gérer au mieux la chance que j'avais eue. Et qu'est-ce que tu as fait après alors? Après, j'ai fait plein d'affaires, plein de business. J'ai monté des sociétés d'importation. J'ai travaillé comme un fou en m'amusant. Ça a toujours été mon principe. La vie est courte, pourquoi s'emmerder? Faire les choses qui vous amusent et qui vous intéressent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais eu l'impression de bosser. Jamais. Alors, est-ce que tu es parti dans les pays occidentaux? C'est-à-dire, Alors, c'est-à-dire, enfin, oc- occidentaux, oui, mais plutôt asiatiques, je dirais. non, j'ai pas. Oui, j'ai été en Asie pour acheter, pour importer, pour passer des dits d'importation. Ce que j'ai fait avec les Japonais et avec les Asiatiques. Mais je n'ai pas investi dans des terrains là-bas. Jamais. Et pourquoi ça ne t'intéressait pas du coup? Tu préfères rester en... C'est d'autres civilisations, la mentalité est différente, la manière de faire des affaires est différente. Donc quand je ne connais pas, je ne vais pas bouger le petit doigt dans ce sens. Alors je ne connaissais pas assez bien la mentalité asiatique, donc je ne me permettais pas de me lancer dans des investissements que je ne maîtrisais pas intellectuellement. Toi, quand tu voulais investir dans un endroit, quelles étaient les 5 clés que tu étudiais avant d'investir? Location, location, location. Quand un endroit est beau, numéro un, il y a du soleil, il y a la mer, et la beauté, ça m'intéressait immédiatement. J'ai toujours pensé qu'il y a des bases à l'investissement nécessaires. Quand on me disait, vous achetez un terrain dans un pays comme la France, je disais location, location, location. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et est-ce que c'est un message que tu pourrais, comment dire, passer aux futurs investisseurs dans le secteur de l'immobilier? Je ne peux pas avoir la prétention de donner un message. Je crois que le bon sens est la première chose qui fait le succès d'une entreprise. Euh, Évidemment, quand vous avez un endroit qui est beau, simplement beau, qui parle à votre cœur et qui a du soleil, la mer, des activités, il y a quand même déjà au départ beaucoup de chances pour que cet endroit devienne un must. Et c'est toujours l'instinct que j'ai eu dans les investissements que j'ai réalisés. J'ai acheté des grands terrains à côté de Marseille, j'ai acheté des propriétés énormes du côté de Saint-Tropez, simplement par feeling. Quel a été ton coup de cœur au niveau des investissements? La beauté, les principes les plus bêtes qu'on puisse imaginer. Quand un endroit est beau, déjà, quand il parle à votre cœur, quand il y a la mer, le soleil, la beauté, c'est ça mes critères. Ouais. Location, location, location. Alors, vers tes 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je suis parti un peu au Maroc faire un tour, où j'ai commencé à investir dans des parts avec les mêmes principes de base. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. J'ai toujours laissé parler mon cœur, et quand mon cœur a parlé, et qu'il y avait la beauté et l'endroit, je mettais de l'argent. Et à chaque fois, ça marchait. Voilà. Je n'ai jamais vu un endroit qui est beau, qui est à un prix raisonnable,
il fait bon vivre, perdre de l'argent. Jamais. Donc, c'est du bon sens. Ce qui manque le plus aujourd'hui, le bon sens. Et le bon sens, où on peut le trouver alors? Bah, en soi, en ce qu'on aime. Vous voyez, par exemple, vous arrivez au Maroc. Vous ne connaissez pas le pays, mais les gens étaient accueillants. L'endroit était beau, était agréable, pas cher. Marrakech, par exemple. Ben, c'était un ticket gagnant, toujours. Jamais vu des gens perdre de l'argent quand ils a raisonné avec des critères pareils. Au fond, le cœur est un des raisonnements les plus basiques. Hein. Quand il fait beau, quand les gens sont agréables, quand l'endroit est beau, est-ce que vous avez vu cet endroit perdre de l'argent? Jamais. Jamais. Donc, au fond, c'est du bon sens pur et simple. C'est votre cœur qui parle. Et quand le cœur parle, ben, vous n'êtes pas seul. À un moment ou à un autre, l'endroit prend de la valeur, plaît à d'autres personnes qui viennent s'y installer. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas de secret autre que celui-ci. Quand un endroit est pas cher, que les gens sont agréables, qu'il y fait bon vivre, ben, trois quarts du temps, sooner or later, tôt ou tard, l'endroit attire les foules. C'était le cas de Marrakech, c'était le cas de- non, moins. Casablanca, c'est plus la zone industrielle où il y a eu du business. Quand le Maroc s'est développé, évidemment, les terrains qui étaient un peu délaissés à l'époque sur le plan commercial ont pris de la valeur, évidemment. Quand le Maroc est rentré dans le tourisme mondial, évidemment, les gens qui avaient acheté des terrains industriels, mais pas cher, pas cher à l'époque, ont fait des fortunes. C'est toujours le bon sens. La première règle d'un investisseur, c'est le bon sens. Alors, tu as investi au Maroc. Et après le Maroc, où tu es parti? Je suis resté en France, aux États-Unis. C'est très simple. J'ai rencontré à l'époque T'es vers les années combien? 60, 68, 69. J'ai beaucoup rencontré d'investisseurs à l'époque qui, lors d'un voyage, s'étaient arrêtés, ne connaissaient rien du tout, avec leur cœur et leur bon sens, ont acheté des propriétés énormes. Les Belges, par exemple, ont acheté des propriétés énormes dans le Midi, dans le sud de la France. Ils ont fait des fortunes énormes avec ce simple principe. Quand un endroit est accueillant, beau, sûr, politiquement pas incertain, sûr, et tôt ou tard, il n'y a qu'une direction, les prix montent. C'est tout. C'est une règle basique, mais qui a été oubliée. Investir avec son cœur, extrêmement important. En tout cas, dans ce cadre de l'immobilier particulièrement. Investir avec son cœur, avec son feeling. Moi, j'ai jamais vu un endroit où les gens étaient accueillants, où le truc était stable et beau, baisser. Jamais. Avec le temps, ça rattrape. Et ça se. Par exemple, moi, j'ai investi à Marrakech sur un coup de cœur. J'allais skier l'après-midi, Tu es allé skier où? ben, dans l'Atlas. Magnifique. Je faisais du ski et je revenais le soir me baigner. Bon, au début, personne n'a investi. Personne.
Moi, j'ai investi à l'époque avec certains risques parce que personne n'investissait avec mon cœur. Et j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent, énormément. Ouais, donc, mon critère à moi, c'est le cœur. J'ai jamais vu un endroit où les gens étaient accueillants, où la vie était pas chère, où le paysage était magnifique baisser. Jamais. Avec le temps, c'est toujours rattrapé. Ça devient une mode, et c'est le cas de Marrakech, c'est le cas de beaucoup de stations au Maroc, où les prix ont monté en flèche, alors qu'à l'époque, il suffisait d'avoir un coup de cœur et de faire attention, évidemment, et pour investir. Donc, au fond, l'investissement est lié aussi au cœur, au bon sens. Et il faut être à l'écoute de son époque, à l'écoute de son temps. Alors, vers la quarantaine, où tu es parti? Voilà, je suis resté en Europe vers la quarantaine. J'ai une vie assez agréable. Euh, Ah, ça, j'imagine. J'ai beaucoup d'argent. J'aimais la beauté, euh, la gentillesse, le cadre. Donc j'ai une vie assez, pendant un moment, très agréable. Les choses sont devenues compliquées quand les hommes ont perdu ce sens du bon sens, ou la cupidité, ou la cupidité, oui, c'est bien le mot, a dominé la pensée des êtres. Moi, j'ai vu la cupidité dans beaucoup de pays, et y compris en France, et c'est un poison qui a été distillé, qui a corrompu énormément de choses, et qui a été la cause du grand malheur de l'humanité. Quelles sont les personnes avec qui tu as eu l'occasion et la chance de travailler et avec qui tu as eu les plus beaux souvenirs? Les gens qui avaient du cœur, du bon sens et du goût. Et c'est toujours la même chose. Je me rappelle avoir été en Grèce. Le paysage était magnifique. C'était quand ça? Oh, dans les années 80, le paysage était magnifique. Et il y avait une espèce de douceur de vivre. Et il y a énormément de gens qui ont investi là-bas, qui ont fait des affaires mirobolantes. C'est toujours le même principe. Écouter son cœur et regarder, être attentif. Et dans 99% des cas, ça marche. Avec le temps, c'est un facteur extrêmement important. Ne pas être pressé. Regardez, moi je me rappelle avoir été dans des petites îles en Grèce, où il y avait des paysans, des gens qui vivaient au jour le jour, et qui d'un seul coup étaient rattrapés par la mode, l'engouement de l'Europe entière et du monde entier pour l'authenticité, et qui étaient milliardaires assis sur des tonnes d'or parce qu'ils étaient d'une patience infinie devant la beauté, devant la gentillesse, devant l'intelligence du cœur d'un paysage. Et c'est ça en fait. Il faut être patient, attentif. Vers, est-ce que vers la quarantaine, tu as fait des investissements ailleurs que l'immobilier ou est-ce que tu as eu d'autres projets? Non, j'ai toujours fonctionné avec mon cœur. Quand j'aimais quelque chose, je me lançais. Un exemple simple, je me suis retrouvé dans des petites îles paumées où j'ai bon vivre, tout simplement bon vivre. C'était quelles îles? En Grèce, j'ai acheté des terrains,
j'ai toujours gagné. Donc c'est toujours le même motif. Écouter son cœur, regarder attentivement, être attentif aux gens, à l'environnement, à l'ambiance, et ça finit toujours par payer. Toujours. Tôt ou tard. Alors, vers la cinquantaine, qu'est-ce que tu as fait? Bon, d'abord, j'ai profité de mon argent. C'est vrai, t'as raison. C'est très bien aussi. J'ai vécu comme un roi. J'ai vécu, rien n'était assez beau pour moi, rien n'était assez agréable. Et j'ai vécu pleinement et comme un empereur, comme un roi. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait le tour du monde, par exemple? Oui, plusieurs fois. Tu as fait combien de fois le tour du monde? 5 ou 6 fois. En dépensant énormément d'argent et en vivant tout simplement. J'ai découvert l'Amérique du Sud, j'ai découvert l'Afrique. Et j'ai vécu que ça va déplaire à beaucoup de gens, mais comme un roi. Et jamais à cupidité. C'est amusant. Parce que souvent les gens me disent, mais comment vous avez fait? Ben, c'est simple. J'ai écouté mon cœur, j'ai écouté la beauté, j'ai écouté le bon sens. Et ma vie d'investisseur était guidée par 3 critères. Un bon sens, observer et agir. C'est simple, mais il faut être patient, il ne faut pas être cupide, il ne faut pas chercher le quick profit, et il faut regarder calmement les choses, avec bon sens, et je le répéterai jamais assez, avec son cœur. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ces 5 tours du monde? Je me suis intéressé à la façon dont les gens vivaient en Amérique du Sud, en Asie, et j'ai appris. Je n'ai pas cessé d'apprendre en observant et en regardant. Et franchement, c'est toujours les mêmes critères. La douceur de vivre, la stabilité politique, les gens, les gens et les gens. Toujours les mêmes critères. Et à l'infini. Donc, on doit être guidé, quand on est un investisseur, par ce principe de base qui est: est-ce que l'endroit est beau? Oui. Est-ce que les gens sont agréables? Oui. Est-ce qu'il est abordable? Oui. Bah, bingo. Voilà. C'est toujours à long terme, avec patience gagnant. Toujours. Parce qu'au fond, le monde entier, à l'exception des dictateurs fous ou des imbéciles, recherche la même chose. La douceur de vivre, le plaisir, la beauté, l'environnement. Et quand ces critères sont réunis, je n'ai jamais vu des prix baisser. Jamais. À long terme. Jamais. Il y a tout qui grimpe. Oui, ça grimpe parfois à une vitesse folle. Vers, vers la soixantaine, vers où tu as souhaité partir professionnellement? Oh, je suis parti aux États-Unis. Je suis parti en Europe, évidemment, un peu partout où mon cœur avait un feeling, avait un élan sur la félicité de la vie, sur la beauté, sur l'environnement, la stabilité politique. Ah, des trucs basiques, de bon sens, qui aujourd'hui
et rarement partagé par le plus grand nombre. Et là, j'ai passé une vie absolument étonnante. Mes emmerdes ont commencé quand la maladie m'a touché. Car l'être humain est faible et j'ai eu un AVC, j'ai eu, je suis resté 1 an et demi à l'hôpital à soigner une maladie chronique qui est respiratoire. Donc, quand la maladie m'a atteint, là, j'ai trinqué, comme on dit. Et ça, c'était vers quel âge? Oh, j'avais cinquantaine bien sonnée. Mais ça t'a pas empêché de travailler, non? À ce que je vois. Ça m'a affecté. Quand on n'est pas maître de, de son... Il y a des jours où je me réveillais, je tenais pas debout. Comment faire? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle. Hein. Là, c'est l'époque où Soupria, en Suède de Virator, m'a aidé considérablement. Donc, c'est toujours pareil. Mais à un moment, le corps lâche. Et là, on n'y peut rien. Si on n'a pas quelqu'un à côté auquel on croit et qui croit en vous, on est foutu. Le pire, c'est la solitude hein, dans ces moments-là. Être seul, n'avoir pas un visage, un numéro de téléphone, n'importe quoi, appeler ou avoir à ses côtés. Ce que je crains le plus, c'est la solitude. C'est c'est- c'est terrible parce que quand on est malade, comme j'ai été, et qu'on n'a pas un numéro de téléphone à appeler, on n'a pas d'espoir, on n'a rien, on n'a pas de croyance, on est foutu. Moi, j'ai été soutenu grâce à l'environnement que j'avais eu, notamment Surpria, qui m'a beaucoup aidé dans ces moments, et le cœur, l'amitié, des sentiments simples, mais ultra nécessaires à la vie de quotidienne quand on est atteint par une maladie comme j'ai été. Donc il faut être très modeste. Bon, l'être humain est faible physiquement. Et tant qu'on n'a pas traversé une période comme ça, on ne comprend pas bien les choses. Je disais à un de mes amis, il me disait, mais comment je peux, j'ai des enfants gâtés pourris, je dis, amenez visiter un centre pour les cancéreux. Et effectivement, ça me remet les choses en place. Hein. Quand on voit des gamins dans un lit tout seul, qui implorent le ciel de vivre quelques jours de plus, ça remet les pendules à l'heure. Donc il faut toujours être très modeste vis-à-vis de ces choses-là. Quand on est en bonne santé, on ne pense pas à ça. On ne pense jamais à ça. Et tant mieux d'ailleurs, heureusement. Mais le jour où la maladie vous atteint, vous ne pouvez plus vous lever. Prendre le téléphone est une chose impossible. Ce jour-là, vous avez intérêt à avoir des amis autour de vous, à être bien entouré. Parce que là, c'est une autre affaire. Et je crois que c'est la grande leçon de la vie. Il faut être très modeste. Parce que il ne faut pas être pessimiste. Et tant que vous n'avez pas vécu une période comme ça, vous croyez invincible. Moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie se croyaient invincibles, qui avaient de l'argent, qui avaient tout, qui croyaient que tout était comme ça, ben, le jour où vous rencontrez la réalité, bonjour les dégâts. Par rapport aux personnes dont tu parlais,
quelles sont les personnalités que tu as pu rencontrer dans ta vie et qui t'ont marqué ou avec qui tu as pu travailler? Oh, il y a de tas de gens intéressants. Moi, j'ai rencontré Churchill, par exemple, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Il y a énormément de gens qui peuvent vous apprendre plein de choses. Il faut observer, regarder et être désirable d'une façon ou d'une autre. C'est tout. Alors, avec l'expérience que tu as eue durant ta magnifique carrière professionnelle, on m'a, enfin, j'imagine que tu as été conseiller pour différentes personnalités. Est-ce que, si tu le souhaites, me dire certains noms? Oui, bon. Si ça te dérange pas, bien évidemment. Non, mais il y a des noms, je ne dirais pas, parce qu'ils ne le souhaitent pas. Mais j'ai travaillé avec Ronald Reagan, président des États-Unis, travaillé avec des gens très importants dans ma vie. J'ai comme meilleur ami Alain Delon, euh, que j'ai pendant 50 ans suivi, qui a une vie, une fin de vie difficile maintenant. Mais j'ai eu la chance dans la vie de rencontrer les gens les plus intéressants de ma génération, de connaître des gens, notamment par exemple Picasso, des gens qui ont marqué leur époque. Et j'avoue que c'est une richesse incommensurable. Les gens qu'on rencontre, qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent vous apprendre quelque chose, ou l'humilité de la vie, ces gens-là ne sont pas aussi nombreux qu'on le croit, et quand on a la chance de les côtoyer, c'est une richesse immense. Et j'ai eu cette chance. Et parmi ces personnes, quelles sont quelle est la ou le personnalité qui vraiment te marquera à tout jamais dans ta vie? Churchill. Alors, pourquoi Churchill? Parce que c'est quelqu'un d'étonnant, d'exceptionnel, et une intelligence comme j'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un qui avait le sens inné de la vie et avec qui on s'enrichissait d'heure en heure. Passer 3 heures avec Churchill était un enrichissement incroyable. Et pour celui qui savait voir, c'est une chose, un apprentissage exceptionnel. Alors il y a eu Churchill, il y a eu M. Winston Churchill, il y a eu M. Rothschild, il y a eu des rencontres dans ma vie un peu exceptionnelles. Ça, c'est une grande richesse. L'expérience, c'est comme l'intelligence. L'intelligence peut être le couronnement de la connerie. Hein. Mais l'intelligence est nécessaire et appréciable quand on sait la rencontrer. Tu as... J'ai vu que tu as écrit des livres. Et à quel moment tu as décidé de devenir écrivain? C'est une réaction colérique. Quand j'étais... Je termine. Bon. Je dirais simplement, Et alors, la question c'est à quel moment tu as souhaité devenir écrivain? alors c'est une réaction colérique. À une époque, quand je voyais des jeunes gens qui voulaient se lancer, on appelait ça des start-up, et qu'on présentait comme des prédateurs
comme des gens que seul l'argent intéressait. On était tellement loin de la réalité, avec une gauche qui n'a pas beaucoup évolué d'ailleurs, qui critiquait la créativité ou la start-up de l'époque comme étant des gens uniquement intéressés par l'argent, uniquement dans une notion de prédation. Mon premier livre a été un cri de révolte. J'ai voulu, j'avais un certain don, me révolter, en quelque sorte, contre la façon dont on présentait l'homme qui était créatif, la start-up de l'époque, comme quelqu'un qui n'aimait que l'argent ou qui ne faisait ça que pour l'argent. Alors on était tellement loin de la réalité, je me suis mis en colère et j'ai voulu raconter ma vision de la start-up, ma vision du vrai entrepreneur de l'époque. Et j'ai donc écrit un premier livre qui s'appelait Monnaie, qui était une réaction à ce mensonge permanent à l'époque de la présentation des gens qui étaient les startups de l'époque. Et j'ai mis un cri de rage et j'ai voulu montrer que l'entrepreneur c'était autre chose que quelqu'un qui n'aimait que l'argent ou qui ne courait qu'après l'argent. Je voulais montrer la réalité de la création. Et je crois l'avoir fait. À quel âge tu as écrit ce livre? Bon, Monnaie, c'est dans les années 80. C'était 70-80. Après, enfin, t'as pas écrit que ça? Ah, j'ai écrit des best-sellers mondiaux. J'ai eu des succès en Amérique, au Japon, en Chine, partout. J'étais béni des dieux. Ma période de création a été bénie des dieux. Mais lui, ça a été vraiment le livre qui a marqué le monde entier, si je comprends bien. Il y a eu deux livres, Monnaie et Le Roi Vert. Qu'est-ce que c'est que le grand verre? Le Roi Vert, c'est l'histoire Ah, le roi vert. c'est l'histoire de l'homme le plus riche du monde. Il s'appelle Rabin Calciron. Et j'ai raconté les détails. D'habitude, quand on voit un multimilliardaire, on le voit arriver dans un aéroport et on ne raconte pas comment il a fait ça. On le montre arrivant dans une voiture extraordinaire, mais on ne le montre pas comment il a fait. Moi, j'étais le cuisinier, celui qui racontait la façon dont les gens avaient fait. Donc c'est ça qui était un peu l'originalité de mes livres. Et même aux États-Unis, on montrait un milliardaire arrivant dans un avion, mais personne ne racontait l'arrière-cour, la cuisine. Et c'est ce que j'ai raconté. Alors, ce sont des livres qui ont été traduits dans le monde entier, si je comprends bien. 48 traduit dans 43 pays, en dialecte, en, en langue locale. Euh, c'est des livres aussi qui étaient les premiers livres dans ce qu'on appelait les librairies. Les gens venaient emprunter un livre. Et mes livres étaient parmi les premiers de, du circuit où on venait emprunter un livre pour le lire, pour l'étudier.